Salut. Alors aujourd'hui je fais une vidéo sur un tour de plaine. Tour de plaine parce que je veux voir où en sont mes cultures. Alors ici du blé. Et je viens voir ça. Alors aujourd'hui on est le 16 mai. Et je viens voir quelque chose parce que en ces temps de température très élevée, il peut y avoir plusieurs soucis dans le blé, entre autres. Par exemple, de l'échaudage. Alors ça, de l'échaudage, je peux rien y faire, évidemment. L'échaudage, c'est quand les températures sont trop élevées. C'est pas forcément à cause du sec, bien que ça peut y être lié un tout petit peu. Si tu veux, pour faire simple, les plantes, elles transpirent. Et l'échaudage, en fait, c'est quand la plante transpire plus que ce qu'elle est capable de prendre par ses racines. Et quand il y a ça, ça se produit un phénomène qui s'appelle donc l'échaudage, et c'est très grave en fait, si on veut par là, parce que dans une journée on peut perdre 5 ou 6 quintaux en une après-midi. Donc c'est compliqué. Alors c'est pour ça qu'il y en a certains qui arrosent leur blé. C'est pas pour le rafraîchir par rapport aux températures élevées, c'est pour qu'ils aient suffisamment d'eau au niveau des racines pour pouvoir transpirer. Voilà, après il y a des phénomènes de sécheresse aussi du sol, bien sûr. Mais chez moi c'est moins le cas parce que je suis en terre profonde, terre rouge à châtaignier, un peu argileuse mais en profondeur, pas en surface. Fait que j'ai une réserve hydrique qui est pas dégueulasse quand même. Donc si tu veux, dans mes terres à moi, mon blé est capable par exemple d'attendre plus longtemps quand il y a un épisode de sec. Les épisodes de chaleur, c'est propice également aux pucerons. Alors je viens voir s'il y a des petites bêtes, regarde là entre les deux, pucerons et cécidomie. Là. Par contre, et là je viens de la voir, regarde, il y a une coccinelle ici. Elle est là. Et les coccinelles, comme tous les animaux comme ça là, elle n'est pas là pour rien. Si elle est là, c'est parce qu'elle a à manger. C'est quoi cette espèce de truc dégueulasse là? On dirait une limace, mais c'en est pas une. Si elle est là, c'est parce qu'elle a à manger. Vraisemblablement, s'il y en a une, il y en a probablement d'autres aussi. Mais pour l'instant, dans les épis, je vois pas grand chose. Alors t'as vu, il y a un mélange. Putain, si là, par contre, il y a plein de trucs. Tu les vois là? Orange. Putain, ça me fait chier par contre. Alors le blé est en fleurs, tu vois, il y a les petits trucs blancs là. Hop, c'est des étamines de blé. C'est ce qu'on appelle la période où le blé est en fleurs. Va falloir que je sois vigilant par contre là avec les cécidomies, parce que ça c'est préjudiciable aussi. On est un peu tous dans le même cas. J'ai vu que David avait mis une photo ou une petite vidéo sur Facebook où il commençait à en voir un peu dans son blé lui aussi. J'ai vu sur le profil Insta de Déborah ou Sophie, je sais plus. C'est pareil, il commence à y en avoir. Ça c'est l'excès de chaleur qui provoque ça. Alors tu vois qu'il y a des blés qui sont barbus comme celui-ci, et puis d'autres qui ne le sont pas. Alors c'est pas parce que j'ai fait un mélange variétal, c'est juste parce que j'ai pas pu. Je crois qu'il restait. J'avais pas suffisamment de semences, tu sais, et puis j'ai mis un autre sac et puis allez hop. Et ça c'est le restant où il y avait encore du blé des deux variétés en même temps. Alors sans faire exprès, ça m'a fait un mélange variétal, ce qui est bien parce que les mélanges variétaux, il y a des avantages à faire ça. Par exemple, tu vas mettre 3 blés mélangés. Puis il y en a un qui va être résistant ou tolérant plutôt à une maladie, un autre à une autre maladie par exemple, et puis un troisième aux insectes, je dis n'importe quoi. Et en fait ça permet de limiter le risque. Si tu as vraiment une maladie qui s'attaque à une variété en particulier, on va dire il t'en reste 2, mais c'est pas exactement ça, parce que quand tu as de la maladie dans le blé tu vas intervenir quand même. Mais la maladie avec ces 3 variétés mélangées se propage moins vite, puisque si les 2 autres sont tolérantes, par exemple, tu auras moins de propagation. Les insectes c'est pareil. Donc voilà, il y a des avantages.
Il n'y a sûrement pas que des avantages, parce que sinon ça se saurait et on ferait tous ça. Mais voilà, pour l'instant, moi j'en ai jamais fait de mélange variétaux. Mais il faudra que je me renseigne, parce que c'est un truc qui m'intéresse depuis 1 ou 2 ans. On verra bien. Quelques pieds de régras ici. Donc lui, tu vois, il fait une belle feuille, hein, comme le blé, c'est une graminée. Et puis ben là, tu as toutes les graines. Un pied de régras, je me demande si c'est pas 1500 ou 2000 graines par pied qu'il est capable de faire. Donc la propagation va très vite sur ce genre de truc là. Bon, je vais continuer. Là, j'ai juste regardé là. En fait, à la base, j'étais parti voir un méchant de tournesol. Ben, on va y aller d'ailleurs. Tiens, bah oui. J'étais parti à mes champs de tournesol, faire le tour. Je me suis arrêté au blé. Allez, ben continuons alors. Allez, je suis à côté de mon champ de tournesol. Je me balade dans le chemin. Il y a du blé à droite à gauche. Là, il y a... je sais pas ce que c'est exactement. Enfin bon, bref, on s'en fout parce que c'est mon tournesol qui m'importe là. J'ai mis sur mon téléphone mon chronomètre. Je l'ai juste installé là. Enfin, je l'ai juste démarré, je veux dire. Alors, mon chronomètre, en fait, me sert parce que j'ai un canon dans ce champ. Et j'ai laissé le chrono dans la voiture. Le canon est réglé pour péter toutes les 9 minutes. Je vais peut-être augmenter le temps. En fait, 10 minutes et moins, généralement, la plupart du temps, ça sert à rien de mettre moins de 10 minutes. Bon, j'ai mis 9 minutes, bon, c'est pareil que 10. On a eu quand même une parcelle où on a réglé le canon pendant 3 ou 4 jours, c'était pas le mien celui-là. Pendant 3 ou 4 jours, on a réglé à 6 minutes. Parce que le canon pétait, les pigeons revenaient aussitôt dedans, enfin c'était infernal. Donc pendant plusieurs jours, on a mis 6 minutes et ensuite on a re-augmenté le temps. Donc ça a été plutôt efficace parce que le canon n'avait pas forcément les mêmes durées de détonation et donc les pigeons n'ont pas trop compris pourquoi c'était 6 minutes, puis après c'était plus long, puis machin, donc ils ont eu un peu peur. Tu vois cette plante là? Je me demande si c'est pas un datura. En tout cas, ça ressemble un peu à ça, le datura. Bon, ben là, voilà, il y a quelques mauvaises herbes dans cette parcelle. C'est pas spécialement inquiétant, hein, toutes les mauvaises herbes qui sont là, puisque il va y avoir un coup de bineuse hein, dans cette parcelle. Dans mes tournesols, il y a de la bineuse. Sinon, ben, les tournesols en eux-mêmes, ils sont pas vilains. Je regarde, ah, tiens, il y a eu un double là, tu vois, 2 tournesols l'un à côté de l'autre. Je regarde donc derrière les feuilles s'il y a des bestioles. Là il y avait un petit truc. On peut voir les cotylédons qui ont été bouffés par les pigeons là. Là et là. Ah bah lui, t'as vu, il était complètement coupé hein, celui-là. C'est pas très grave parce que l'œil de la plante n'avait pas été touché. Donc la plante a continué de pousser et donc ça va aller. Mais voilà. Alors je regarde derrière parce que... Alors la chaleur comme ça aussi fait amener des pucerons dans les tournesols. Celui-ci c'est un des derniers, non peut-être pas un des derniers champs semés mais presque. Il n'est pas encore vraiment levé, alors à savoir quand même que l'orientation du soleil fait qu'on voit plus ou moins. Là par exemple on voit pas spécialement grand chose, pourtant il rayonne bien. Si on se tourne comme ça, je sais pas si je mets un peu d'ombre sur l'objectif, on le voit vachement mieux. Et le tournesol, que ce soit là ou là, il est au même stade. Hein. Donc l'orientation du soleil, il fait beaucoup. Moi, ce que je viens voir là, c'est les pucerons. Tiens, là, il y a un pied de colza. Allez, dégage, on n'a pas besoin de toi. C'est les pucerons surtout que je viens voir. Mais j'en vois pas. Au loin, là-bas, on peut voir là, 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 et là, et encore là-bas à l'autre bout. Bon, avec une GoPro, on le verra certainement pas, hein, parce que c'est le long du bois. C'est des piquets avec des sacs poubelles et des machins qui ont été mis, on appelle ça du virvatel par chez moi. Mais c'est genre d'épouvantail, quoi, si on veut.
pour faire peur aux oiseaux. Le long du bois, parce que les pigeons, ils vont se percher dans les arbres là-bas, puis après ils attendent un petit peu, puis ils descendent. Alors en mettant des trucs pas loin du bois comme ça, ça leur fait un peu peur, alors ils vont pas se percher trop dans les arbres là-bas, donc ça limite les dégâts. C'est pas obligé de mettre des virvatelles partout dans le champ. C'était un faisan. Ah oui, tiens, en parlant de faisan, quand on a mis le canon dans ce champ avec papa la première fois, on installe le canon, puis ce canon-là, c'est pas le même que les autres, c'est un canon électronique. Et donc tout est digital dessus, tu règles son heure de démarrage, d'arrêt, et puis les intervalles et tout, enfin tout est digital dessus, donc c'est très facile à régler. Et puis après, tu as un bouton, tu peux appuyer dessus pour le faire péter une fois, un bouton test si tu veux. Et donc on met le canon, on ouvre la bouteille, et le canon est par là, dirigé vers les bois, pour que l'écho revienne en fait dans le champ. Et j'appuie sur le bouton test avec papa, et puis tu as un petit compte à rebours de 5 secondes, puis après il pète. Et là tu as le canon qui fait sa détonation, on entend crépiter dans le bois et on entend le son revenir. Et aussitôt on entend un faisan qui chante dans le bois, et on rigolait avec papa parce qu'on s'est dit merde, c'est le canon, le faisan est en train de dormir, puis ça l'a réveillé. Alors, merde. Au niveau du chrono, je suis à 5 minutes, 6 minutes maintenant. Donc, pour l'instant, le canon n'est pas en retard. Donc, c'est bien. Donc, les tournesols, au stade où je te les ai fait voir, là, les pigeons ne viennent pas les manger maintenant. Le truc, c'est que mon semoir étant ancien, et puis il a un châssis qui est un peu léger, si on veut par là, s'il y a des mottes de terre un peu dures, ou un caillou, ou un machin, il a tendance, alors pas vraiment à pianoter, mais un peu, c'est-à-dire ces éléments, à la moindre difficulté, ils vont se relever, tu vois. Et donc tu as des graines qui vont être plus en surface que les autres. Alors les graines qui sont plus en surface que les autres, on peut se dire, c'est pas grave, elles vont pousser plus vite. Mais en fait non, puisque moi j'ai semé mon tournesol dans le frais, mais la surface était sèche. Fait que les tournesols qui étaient plus profonds dans le frais, c'est ceux-là qui sont levés, mais ceux qui étaient en surface, ils lèvent que maintenant, parce qu'eux ils ont mis beaucoup de temps à lever. Et donc c'est ceux-là qui sont en retard que les pigeons viennent bouffer. Donc c'est pour ça que je laisse ce canon, parce que là, les tournesols au stade où ils sont, comme ça, de vraies feuilles avec la 3 et 4e qui commencent tout juste à arriver, les pigeons ils touchent plus, le canon je pourrais le virer du champ maintenant. Mais je le fais pas encore, parce que j'ai tous ces tournesols retardataires qui sont en quantité non négligeable quand même. Ceux-là, je dois les protéger également. Alors c'est chiant, parce que ça fait durer le canon un peu dans le temps. Puis de toute façon, ils sont pas tous levés, regarde là au bord, il en manque plein, qui sont pas encore arrivés. C'est demi que je voulais dire. Je vais te faire voir un truc là, juste vite fait. Ici, c'est là où je sors de ce champ. Je passe toujours au même endroit et je suis impressionné quand même de voir du blé parfaitement poussé. Alors bon, il fait un peu la gueule. Il a tourné un peu d'ailleurs. Je vais arracher celui-là. Mais alors lui, il a plus d'épi. Alors non, attends. Non, si, lui, il a un épi. Il est dans la gaine encore, au niveau de mon pouce là. Il est là l'épi. D'accord ? Lui, il est plus en retard que les autres, c'est pour ça. L'épi, il est là, au niveau de mon pouce là. La gaine est au stade de gonflement. Et ensuite, l'épi va continuer de monter, il va sortir là. Ce que je voulais te faire voir, regarde, t'as vu comme il est coudé? Le coude qu'il a fait au niveau du nœud là. Eh bien ça, le blé comme ça qui a été coudé, c'est pas parce que y a des extraterrestres qui sont venus, comme on peut voir dans certaines vidéos, notamment sur les crop circles. Le blé coudé, c'est simplement un phénomène qui s'appelle héliotropisme. Et quand une plante est couchée mais encore vivante, elle essaye de se redresser vers la lumière tout simplement. C'est un phénomène qui est tout à fait normal, qui fait ça sur toutes les plantes. Tu peux trouver n'importe quel, même un arbre, quand il se casse la gueule, un jeune arbre avec le tronc encore un peu souple, tu verras qu'il penche un peu comme ça.
Donc là, je viens voir. Alors ça, c'est un blé barbu. On peut le voir avec ses barbes. Avec papa, depuis de nombreuses années, papa avait l'impression, à tort ou à raison, parce que c'est difficile de se rendre compte de ça, que les cécidemies et les pucerons avaient tendance à moins aller dans les blés barbus. Alors j'en sais rien. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? On peut constater qu'il est totalement en fleurs. Regarde ça, tous les petits trucs blancs là. Par contre, je n'en vois pas de cécidomie. Alors c'est exactement la cécidomie orange. C'est des petites bêtes oranges que je t'ai fait voir sur un épi en tout début de vidéo. Là, j'en vois pas du tout. Je vais aller un peu plus loin. Mais regarde tout ce blé. C'est que du blé couché et qui est coudé. Regarde. Et lui, putain, alors lui, regarde-le, il est quasiment coudé à 90 degrés. Et lui, il a même 2 coudes. Tiens, regarde dedans. Hop là, je l'arrache. Regarde, il a 2 coudes lui. Un ici et un là. Et là, très léger. Il en a presque 3 même. Mais parce que je lui roule sur la gueule en permanence. Tu vois quand même la capacité des plantes à pouvoir faire leurs épis quand même. Je lui roule sur la tronche à celui-là depuis le début. Depuis que c'est semé, je lui roule sur la gueule à lui. Et ben il a quand même fait un épi. Un épi. Attends. Et un épi. Ben oui, c'est dur. Un épi avec du grain dedans. C'est trop fort, franchement, les plantes. Moi, je suis impressionné tout le temps. Alors, allons voir, je sais pas, moi, ici, par exemple. Il n'y a pas besoin d'aller spécialement très loin. Là, j'en vois pas. Il y a une petite bête noire dedans, mais c'est pas ça. Ah, j'ai pas regardé. Il y a peut-être, y a-t-il des coccinelles aussi. J'en vois pas. Alors faut s'approcher un peu quand même pour bien regarder. J'en vois pas. Bon, je regarderai peut-être mieux que ça après une fois que j'aurai posé la caméra, parce que bon, voilà, avec la caméra, je vais pas passer une demi-heure à fouiner dans du blé. On va aller dans la parcelle juste là, de l'autre côté de la route. Parce que là, en face, c'est un blé non barbu. Et franchement, s'il y a des cécidomies là et qu'il n'y en a pas là, je veux dire, c'est pas la route qui les empêche de traverser. Donc peut-être que effectivement le blé barbu dérange les cécidomies, pourquoi pas. Je sais que ça dérange aussi un peu tout ce qui est chevreuil et des trucs comme ça. Parce que peut-être ça les gratte dans le poil, ou je sais pas quoi, bon, enfin bon bref. Alors, bon là je suis au bord de la... Non, ça c'est un... Je suis au bord de la route, ça va pas, parce que je vais aller un petit peu plus loin que ça quand même. Le blé est pas vilain ici. Bon ça... Ah, regarde, là il y en a. Attends, je te les mets au soleil. Tu les vois là, 2? Putain, c'est pas vrai. Papa aurait raison. Bon après, c'est pas parce qu'il y en a 2 sur un pied là, et si je regarde autour, il n'y en a pas, je vais pas traiter pour ça. Par contre, c'est que s'il commence à y en avoir partout à droite à gauche, s'il y en a partout à droite à gauche, après c'est chiant. Ouais, tu vois, j'en vois plus là maintenant. Ouais, bon, pour l'instant, je vais laisser ça tranquille. Je vois pas de coccinelle dans le champ, mais en même temps, tout à l'heure, je suis tombé dessus par hasard. Donc, ça veut pas dire qu'il n'y en a pas non plus ici. Ok, bon, dans le blé, je vais rien faire du tout. Pour l'instant. Là, je viens de m'arrêter au bord de mon champ de colza qui est derrière. Là, je suis juste à côté de la ferme. Je voulais te faire voir le pied de colza. Donc ça, c'est une graine qui est tombée comme ça par hasard. Oh, et quand je vais dessous,
Alors je sais pas si ces deux trucs là c'est la même graine, mais regarde la taille du pied du colza. Regarde par rapport à ma main. Et j'ai pas des mains de branleur, hein. Mais regarde ça un peu le morceau. C'est un tronc d'arbre le truc. Et à la fin ça donne tout ça. Et ce que je voulais dire, c'est qu'un pied de colza, tu vois, quand il est isolé, il est capable de compenser fortement. Et donc c'est ce que j'explique de temps en temps dans mes vidéos, où des fois il y a des pieds de colza qui n'ont pas survécu, ou des trucs comme ça, et je me dis c'est pas très grave puisque les autres autour ayant de la place vont compenser ça. Voilà. Bon, mes colzas, ils sont plutôt hauts. Je mesure 1m83, donc voilà, ils sont plus hauts que moi. J'aime pas trop les colzas trop hauts, c'est plus compliqué à moissonner. Alors là au bord, il y a du régras et tout ici là, parce que c'est le démarrage du pulvé et c'est compliqué. Dessous c'est quand même plutôt propre, on voit beaucoup de feuilles mortes, alors des vieilles feuilles de colza qui sont tombées. C'est plutôt sain. Alors au bord c'est n'importe quoi de regarder au bord, faut que j'aille plus loin que ça. Oh, putain, ils sont trempés, je me mouille. Il a plu cette nuit. Non, je vais pas aller plus loin que ça parce que je vais ressortir tout trempé, mais je n'ai pas envie de me mouiller. Alors, il est possible, toi il manque des siliques là. Il est possible que ici, ça soit l'endroit qui était en fleurs précisément quand ça a gelé -4, -5 là, que ça a gelé si fort là. Il est possible que ce soit là. Sinon à part ça, j'ai des siliques qui sont quand même pas vilaines du tout, dis donc. Alors dans les colzas, dans les siliques en fait, tu as ta silique qui est comme ça, tu as une séparation au milieu et tu as des graines à droite et des graines à gauche. D'ailleurs on peut en ouvrir une. Tu vois, regarde les petites graines vertes là. Et donc il y en a de chaque côté. Tu vois la séparation blanche dedans. À une main c'est très facile, hein, t'as vu. Oh, bon voilà. Tu as la séparation blanche. Ok, on voit rien, c'est chiant. Tu as les graines là. Et puis de l'autre côté de cette séparation blanche, tu as d'autres graines. Alors ici, je veux te faire voir quelque chose. Pourquoi pas cette gousse là qui est un peu malade. Il semble qu'il y... Alors il peut y avoir une espèce de... Alors les graines elles sont foutues hein, là-dedans, tu vois, elles sont machinées. Il faudrait que je regarde si je vois pas une espèce de larve. Alors ça serait une larve de charançon. Si j'ai bien compris, qui ferait ça. Je sais même pas si je suis en face de la caméra. Bon, le reste des graines avait l'air sain, donc ça va. Mais la larve est toute petite et elle est très difficile à trouver. Bon, bref, quand on fait une vue générale comme ça... Ouais, putain, les colzas, ils sont pas mal quand même. La hauteur, c'est pas un gage de qualité, hein. Moi je regarde les gousses, leur quantité. Alors attends, je vais ressortir, je mets la caméra un peu haute parce que j'ai mon fil de micro-cravate. Tiens, on va monter là-dessus. Ah ouais, ça a de la gueule quand même. Vu comme ça a de la gueule. On verra à la récolte, hein, bien sûr, parce que là encore, on a encore des pieds absolument monstrueux là. Mais ouais, moi ce que je regarde surtout c'est les siliques, leur forme, si elles sont pas trop petites ou trop grosses. Des fois des très grosses siliques c'est pas spécialement mieux. Ici j'ai une espèce de colonie de pucerons cendrés, ces trucs là. Là, lui il en est rempli. Là aussi, mais on est tout à fait au bord de la parcelle. Ici les insecticides n'ont pas eu d'effet puisque généralement j'arrose pas le chemin, donc je commence un peu après. Si ces pucerons cendrés là, ils rentrent dans les champs, mais ça vient tout le temps des bordures. Donc à l'intérieur du champ, il n'y en a pas. Et puis après, ici, là, tu as vu, ça paraissait peut-être impressionnant. Mais en fait, tu regardes là, moi j'en vois plus du tout là.
Et puis le long du chemin, j'en vois pas. Le long de la route, j'ai trouvé 2 colonies. Donc franchement, ça va. Par contre, ouais, j'ai quelques dégâts. Alors là, ce pied-là, encore une fois, il compte pas. Il a jamais été traité, lui. Hein, puisque mon pulvé, je le fais démarrer là-bas. Mais tu vois, là aussi, il y a des siliques qui ont été touchés par ces espèces de charançons, là. Franchement, l'agriculture, c'est difficile. Hein. Très compliqué de prendre des bonnes décisions tout le temps. Là, je suis parti dans une parcelle de tournesol. Je traversais les orties, je suis en short. Heureusement que ça me fait rien, les orties. Putain, dis donc, je sais pas si tu le vois là par terre. Il y a des pattes partout de bestioles. Bon, là, les tournesols sont pas tous levés. Alors, quand on regarde par là, on les voit bien rayonner. Par là, on les voit bien aussi. Évidemment, comme par là, on n'en voit pas, mais c'est à cause de l'orientation du soleil. Et en fait, ici, là, bah, puis après, c'est le dernier champ semé. Hein, donc, et donc là, je viens ici parce que là, j'ai 1 ou 2 effaroucheurs. Et là-bas au fond j'ai un ballon. Ici j'ai un aigle qui vole là. On ira le voir après, je vais te voir comment c'est fait. Et puis ici j'avais un ballon et puis le ballon est crevé. Alors c'est con. Là. Alors c'est pas grave parce que j'en avais un autre. Et puis je vais le mettre là à la place et puis c'est tout. Allez, rentre là-dessus, saloperie! Oh putain, c'est pas vrai. Mais il y a tout le temps quelque chose pour faire chier, bon Dieu. Bon. J'arrive pas à le mettre. Alors c'est pas grave. Hop. Toi dégage. Toi pareil. Et le bout de bois. Allez. Tu viens te mettre ici. Là. Merde, j'ai perdu. Ah non, elle est là. Là. Hop. Là, on va pas se laisser emmerder par un poteau, non? Donc on a un ballon. Ce qui fait peur aux pigeons, c'est notamment les formes rondes comme ça, où je sais pas, ils ont l'impression peut-être que c'est les yeux d'un rapace ou d'un truc comme ça. Je mets également ce genre de truc là, tu vois que ça brille. Et en fait, comme c'est en tortillon là, vrillé, voilà. Ça brille tout le temps en fait, même si ça tourne, ça brille quand même. Donc par ça, le fait que ça brille et tout, j'essaye aussi d'attirer leur attention pour qu'ils regardent dans cette direction, qu'ils voient le ballon puis qu'ils ont peur. Allez, on va aller voir l'aigle, je vais te faire voir comment c'est fait. Ok, alors mon aigle est comme ça. Bon là il se casse un peu la figure, mais ah oui, il risque pas de voler, il est à l'envers du vent. Là voilà, ça y est. Et voilà, là il vole et il est au bout de ce genre de truc. Alors c'est exactement une canne à pêche, vraiment. Hein. C'est la même matière, ça se déploie pareil, c'est de la fibre de verre. C'est simplement une canne à pêche. Au bout, l'aigle est attaché avec une corde. Et puis ici, on a un pied qu'on enfonce à coup de masse. Alors on met une protection ici pour pouvoir taper dessus. Et en fait, ce pied, il tourne. Tu vois, regarde. Bon là, alors, il revient comme ça parce que l'aigle donne à aller là-bas. Donc ça, c'est vachement bien parce que avant, on avait des aigles un peu comme ça. Enfin, papa en avait. Et ils étaient sur les piquets là-bas. Les piquets en ferraille qu'on a fait tout à l'heure. J'ai acheté ça chez AgriPartner. Mais je pense qu'il y en a d'autres qui le vendent aussi, sûrement.
Alors pour l'effarouchement des oiseaux, en fait, on peut voir qu'on a des virvatelles avec des ballons ou alors des sacs poubelles au bout d'un... ce qu'on fait nous, des anciens piquets de clôture à chèvre en ferraille là, avec un sac poubelle dessus. Ça marche plutôt bien aussi, ça bouge, ça fait du bruit. Le canon, et qu'on va aller voir juste après. On va aller voir celui-là, il vient de péter d'ailleurs. On va aller voir celui-là précisément parce que j'ai deux types de canons maintenant. Celui-là, je l'ai acheté cette année. Et les autres canons, j'en ai déjà fait une vidéo l'année dernière, ou il y a 2 ans, ou il y a 3 ans, je ne m'en rappelle plus du tout. Enfin, j'en ai fait une dans le passé toujours, où on voit le canon. Donc celui-là, comme il est différent, on va aller voir celui-là. Il existe aussi ce genre d'équipement. C'est un revolver. Le mien, c'est un 6 mm. Je crois qu'il existe aussi des 9 mm. Moi, c'est un 6 mm et ça suffit largement pour faire ce que je fais. En fait, à l'intérieur, je vais te faire voir. Hop, on a des petites amorces jaunes là, comme ça. Et en fait, c'est simplement des amorces qui viennent allumer une cartouche. En fait, la cartouche, alors elle a un sens, hein, on la met dans le canon comme ça. Et ensuite, en tirant, alors la verte, moi, c'est une crépitante. Donc elle va faire un bruit très aigu et en même temps des toutes petites explosions. Crépitante quoi. Hein. Et puis celle-ci, c'est une détonante. La rouge, en fait, celle-ci, elle monte en l'air en silence, entre guillemets, et elle fait une détonation en l'air. Voilà. Je peux même... ouais, si, vas-y, je peux essayer. On va cramer 2 cartouches pour ça. Donc celle-ci, c'est la crépitante. Il n'y a qu'à tirer en l'air, soit complètement en l'air, soit plus ou moins à 45 degrés. L'objectif, c'est que ça parte à peu près en l'air. Ou alors, ce que je peux faire aussi de temps en temps, c'est le long des arbres comme ça. Alors ça ne va pas aller aux arbres là-bas, hein, bien sûr. Hein. Mais des fois, je passe au bord des arbres, crac, je fais dedans pour faire peur aux pigeons qui sont dans les arbres, qu'ils aillent plus loin. Donc la verte, ça fait à peu près ce bruit-là. Voilà, donc avec la forêt, ça résonne très très fort. Donc voilà, ça crépite et ça siffle en même temps. Et la rouge, elle va partir en silence. Ça fait plutôt ça, elle. Oh la vache, putain, comme ça résonne avec les bois. Oh, les chevreuils et les sangliers, ça doit courir partout maintenant. Ah putain, l'odeur de la poudre noire. Ça sent vraiment très bon. Voilà, bon, j'ai fait péter 2 cartouches, c'était juste pour te faire voir. Ça c'est bien ce genre de fusée là, parce que il y a des parcelles où je ne peux pas mettre de canon parce que c'est trop près d'un village ou d'un truc comme ça. Fait que comme il n'y a pas de canon, je peux mettre que des épouvantails, mais je peux aussi venir tirer avec ce genre de flèche, de fusée, pas de flèche. Alors ce qui est intéressant, c'est que effectivement je peux aller tirer avec près d'un village avec... Ça c'est un tournesol qui a été arraché. Tu vois là, ça me fait chier parce que cette espèce de plante de merde là, elle est pile sur le rang. Alors là, ce qui est au bord, ça va sûrement être pris par la bineuse, mais ce qui est sur le rang, je vais l'avoir dans le... Tu vois ce que je veux dire? Dans l'os. Bon, tant pis, de toute façon, c'est comme ça. J'ai été voir... ce matin, je me suis baladé un petit peu. On est en fin de matinée, là. Et j'ai regardé les parcelles des voisins agriculteurs. On a tous, cette année, des ronds de chardon dans nos parcelles de tournesol. Alors après, pas dans toutes les parcelles, mais quasiment tous les agriculteurs différents que je vois leur champ, ils ont tous au moins une parcelle avec des chardons dedans. C'est vraiment pénible ça, les chardons là. Alors juste avant, je disais que les fusées, je peux les faire péter à côté des villages et tout, et c'est vrai. Le truc, c'est qu'il faut quand même que je fasse attention. C'est que dans certains villages, il y a des gens qui ont des chiens, et ça pourrait faire très peur aux chiens. Donc
Et là aussi, j'essaye de faire attention à pas faire péter trop près non plus de la maison. Mais on arrive à se démerder. Parce que j'ai la chance, moi en tout cas, d'être dans un secteur vraiment très très rural. Et finalement, j'ai que 2 champs qui sont concernés, qui sont suffisamment près d'un village. Sans forcément toucher le village, mais suffisamment près toujours. Après les autres, ça va quoi. Donc ça c'est ma chance. En périurbain, putain, par contre là, mes pauvres collègues, vous devez péter les plombs là-bas dedans. Enfin bon bref, chacun ses inconvénients. Et puis voilà. Donc le canon c'est celui-ci. Les autres canons c'est des marques Guardian que j'ai acheté chez qui? Chez comment il s'appelle? Si AgriPartner. L'avantage qu'ils ont, ces canons Guardian là, c'est que le fût est rétractable. Et j'avais mis le canon dans un champ, dans le champ où on était juste avant, avec l'aigle et tout là. Dans ce champ là, le fût, donc la tige en fait rentrée, fait que le canon pète moins fort. Et donc j'avais mis le canon donc à 250 mètres, à la distance légale, pas orienté vers les maisons, mais à l'inverse justement. Et avec papa, Talkie Walkie, il a été se mettre à la première maison et on n'entendait pas le canon. Parce que le fût était rétracté. Si le fût avait été allongé, on l'aurait entendu, parce qu'il pète beaucoup plus fort. Donc ça m'a permis quand même de mettre un canon pas très loin des maisons, mais toujours quand même à la règle. Voilà. Donc là, ce canon-là, il est différent. Je l'ai pris chez Doucet Matelin. Lui, il marche différemment. L'autre, c'est un canon mécanique avec une horlogerie. L'horlogerie, en fait, elle est directement sur la bouteille de gaz, enfin juste à côté, dans une boîte blanche. Il y a une pendule avec une petite pile dedans. Et puis, il démarre le matin tout seul, il s'arrête tout seul le soir. Et puis, je te remets les règles écrites en dessous, là, en même temps. Et puis, à côté du détendeur, il y a une petite molette et c'est comme ça qu'on règle les intervalles de détonation. C'est difficile à régler, mais une fois que c'est réglé, en principe, c'est bon, quoi. Celui-là est beaucoup plus simple d'utilisation. Il marche avec une batterie qui est là-dedans, alors une batterie de tracteur tondeuse à peu près, hein. Et puis, c'est un canon électronique. Donc, on ouvre ici, on a un écran. Et ici, je lui mets l'heure. Alors, fais voir, il est 11h11 au canon. Fais voir si s'il n'est pas déréglé de son heure. 11h13 en réalité. Bon, c'est bon. Donc, voilà. Là, le petit chrono, c'est autre chose. Alors, heure de début, donc ça, c'est l'heure à laquelle je lui demande de commencer les premières détonations. Donc je lui ai réglé 7h30, heure de fin 20h30, et là la cadence. La cadence, celui-là, moi j'ai mis 8 minutes, mais là je vais changer maintenant. D'ailleurs je vais le faire tout de suite. Hop, fréquence. Donc là 10, 11, 12, 13 minutes, 15, il va jusqu'à 45 minutes, 60 minutes, 0, voilà. Là je vais mettre 0 minutes. Donc première détonation dans 15 minutes. En fait, je ne lui mets pas de double coup. Alors, il y a plusieurs réglages là-dessus. Il peut avoir un double coup, c'est-à-dire que quand il pète, il va péter 2 fois de suite. Et ensuite, il reprend sa cadence, sa cadence normale. Là, je lui ai mis 0 minutes de cadence. Et donc, en fait, c'est lui qui va choisir entre 5 et 25 minutes, tu vois, tu as vu que je pouvais mettre toutes les 90 minutes aussi, mais là, il va choisir entre 5 et 25 minutes, une détonation, donc là, la première est dans 15 minutes, et quand il aura pété, après, ça sera peut-être 5 minutes, ou 20 minutes, donc voilà, là, c'est aléatoire, pour éviter que les bestioles s'habituent. Donc là, je suis venu le changer, de temps en temps, il faut changer les cadences, c'est important, j'ai rien laissé ici, non ? Il faut changer les cadences de temps en temps parce que les animaux s'y habituent. Donc voilà. Et par contre là pour le coup ce canon là, mais alors quel bonheur à régler quoi. T'appuies sur tes petits machins, tic tac, tu règles. Tu as même une fonction test où tu appuies dessus
Et puis tu as un petit chrono, 5 secondes, 4, 3, 2, 1, et quand ça arrive à 0, il y a écrit boum sur l'écran. Et puis après, il pète. Puis une fois que tu as fait ça, tu t'en vas. Ça, c'est vraiment cool comme canon, là, électronique, comme ça. Et il coûte un tout petit peu plus cher que le Guardian, mais c'est de l'ordre, je crois que c'est 20 euros de plus, 20 ou 30 euros de plus. Ça coûte environ, ça coûte 350 balles un canon comme ça. À peu près, hein. T'en as un peu moins cher, t'en as un peu plus cher, ça dépend où tu les achètes et tout, bien sûr. Allez, moi sur la ferme, il y a 3 canons. Il m'en faudra un 4e, ça serait bien. Mais ça dépend les années. Parce qu'avant, il y avait 2 canons et ça suffisait. Mais ça dépend comment tu mets là où sont tes champs de tournesol. Si les champs de tournesol sont pas loin tous des maisons, ben, les canons, t'en as pas forcément besoin. Allez hop, c'est parti. Bon ben maintenant, direction le recyclage des bidons de produits phyto. Allez, coucou Bécassine, tu prends ton bain? Elle est en train de se baigner. Elle a chaud. Ah bon, ça y est. J'ai mis une casquette parce que ça tape. Hein. Et c'est une casquette Centre-Ouest Céréales. Il paraît que si je vais chercher des produits phyto à la Coop avec ou le t-shirt de COC ou une casquette, ben j'ai une réduction. Non, c'est pas vrai, hein, je dis que c'est pas vrai. Alors là-dedans, j'ai mis 5 sacs. Dans le coffre du 4x4 avec le filet, il y en a 3. Et puis voilà. Alors sur chaque sac, il y a un carré exprès pour noter le nom de celui qui amène les sacs, la commune et tout ça, enfin pour nous identifier quoi. Et puis voilà. Allez hop, attachons ça. Ici j'attache pas, la fermeture est cassée. Et voilà. Alors 8 sacs avec des bidons de produits phyto. Tiens d'ailleurs à l'intérieur, je sais pas si tu as vu, il y a 2 cartons. C'est les bouchons, parce que les bouchons ne vont pas au même endroit que les bidons. Et 8 sacs, ça peut paraître beaucoup, mais en fait si tu veux, pour t'expliquer un peu le fonctionnement de moi, comment je gère mes bidons de phyto, voilà, les bidons vides. En fait, si tu veux, quand je traite et que j'utilise des phytos, je rince mes bidons et quand ils sont propres, je les mets à égoutter sur un truc exprès. Une fois qu'ils sont mis à égoutter, qu'ils sont secs, finis, dégoûtés, ils sont rangés dans un stockage vrac, entre guillemets, et ils sont rangés là et ils attendent. Et si tu veux, suivant les années, j'ai pas le même nombre de sacs. L'année dernière, par exemple, je crois que j'avais 4 sacs. Cette année, j'en ai 8 parce qu'en fait, il y a une partie de mon stockage vrac que j'ai mis en sac. Parce que tout à l'heure, je sais plus si c'est dans ce sac-là, ou lui, je m'en rappelle plus. J'avais utilisé, j'ai vu des bidons de fongicides pour les pois. Et cette année, j'ai pas de pois. Donc ça date de l'année dernière, des bidons là. Et en fait, moi je fonctionne comme ça. Dans des années, j'ai plein de sacs, là 8, puis d'autres années, je vais en avoir 4 parce que j'utilise pas la totalité de mon espace de stockage. Donc voilà, là on a voulu le vider plus, et encore il en reste dans mon stockage vrac. Je crois que j'aurais pu faire un sac de plus, peut-être. Et les bouchons c'est pareil, là ça loge dans 2 cartons où il y avait des bidons dedans. Ça loge dans 2 cartons, mais il m'en reste, j'ai un stockage vrac exprès pour les bouchons aussi. Et il m'en reste dedans, mais merde, quand il sera plein, je vide quand il est plein. Et les bidons de produits phyto, c'est pareil, je vide mon stockage quand il est plein. Je le mets en sac et les sacs sont mis à l'abri en attendant la prochaine collecte à Divalor. Donc là, les sacs, ils étaient prêts depuis plusieurs semaines déjà. On essaye avec papa de les faire au fur et à mesure. On les fait à 2 parce que j'ai pas de portique. Il y en a qui ont des portiques, je me demande si Gilles a pas un truc comme ça lui.
un portique pour tenir son sac ouvert en fait, et puis comme ça il met les bidons dedans. Moi j'ai pas ça, donc à deux c'est bien, parce qu'à un tout seul c'est vraiment pénible de tenir le sac et de mettre les bidons en même temps, surtout que les bidons ils se rangent mal dedans, enfin c'est un chantier pas possible, enfin bon bref. Allez, direction la COP, c'est la société donc Adivalor qui fait ça. Je sais que j'ai un collecteur de chez Adivalor qui regarde mes vidéos, qui passe au silo de rouillé d'ailleurs, je te dis bonjour en même temps, tu vas récupérer mes sacs au passage. Et puis voilà, donc là je vais livrer donc 8 sacs et à la COP, à COC, ils vont me redonner 8 sacs vides en rouleau. Allez, c'est parti. Bon, ça y est, c'est terminé de vider. Alors là, j'ai pu avoir mon petit papier qui me certifie que j'ai bien ramené 8 sacs, machin et tout. Guillaume, l'opérateur du silo, est venu m'aider à les décharger. Il m'a redonné 2 rouleaux de sacs Adivalor. Donc là, c'est des rouleaux de 5. J'avais 8 sacs, donc j'en ai repris 2 rouleaux parce que de toute façon, ils ne seront pas perdus. Hein, s'ils ne s'utilisent pas, l'année prochaine, ils seront utilisés plus tard. Et donc, voilà. Donc là, les sacs, les miens ont été mis là avec les autres. Et puis, d'autres agriculteurs ont ramené. Ici, on a des cartons avec des bouchons. Pour la collecte aussi, donc ça, les deux là, Amplitude Priaxor là, ces deux là, c'est moi qui les ai ramenés, puis les autres, c'est d'autres agriculteurs. Des cartons encore là, des sacs. Tout est recyclé, il y a même d'autres trucs ici, je vais te faire voir. Là, c'est des big bags vides, comme ça. Là-bas, c'est des sacs avec des cordes de bottes, hein, de bottes de foin, de bottes de paille. Voilà, donc tout ça c'est mis dans différents coins sur cette plateforme là. La plateforme elle est en gravier parce qu'avant, il y avait, tu vois la cuve à engrais liquide là-bas, et bien avant ici il y avait une cuve en une poche souple comme j'ai à la maison là. Et ça a été rebouché et du coup ça sert de plateforme pour stocker n'importe quoi en fait, ici. Donc voilà, allez hop, on rentre à la maison et puis moi je te dis à bientôt pour une prochaine. Allez, salut.